Ça veut dire que tu finis de faire plus de 5 années d'études. Oui. Tu es ingénieur. Ouais. Et tu rentres dans un boulot des mines. Exactement. Et on te paye moins de En 100 000 carrière, francs. bien évidemment. En carrière, moins de 100 000 carrière, francs. oui, dans un Et tu contexte- travailles combien d'heures par jour? Alors, je travaille pratiquement on quitte à 5 heures, on rentre pratiquement à 22 heures. Non. Je me dis souvent que si le CV que j'ai pu bâtir, ça n'a pas pu rencontrer des personnes que je connais aujourd'hui dans mon carnet d'adresse. Ça veut dire qu'en fait, le digital, c'est la solution pour moi. Et je continue de leur dire toujours que je suis sur Internet, je suis au travail. Et aujourd'hui, grâce au digital et grâce à Internet, je peux dire que ça va. Je me suis rendu compte qu'avoir une seule compétence, c'est le suicide. Ah oui, parce En fait, je dis toujours aux gens qu'en Afrique principalement, peut-être en Occident, c'est autre chose. Mais en Afrique, rester sur une compétence, c'est vraiment se tuer. Est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment dire aux jeunes que la filière que tu fais ici, est-ce que tu ne pourrais pas recycler ton cerveau pour pouvoir mieux gagner de l'argent avec ça? Pourquoi tu parles de cerveau recyclé? J'ai l'impression que les gens utilisent mal cet organe. À chaque fois quand ils ont des problèmes, ils veulent toujours utiliser le corps. Voilà pourquoi quelqu'un va dire toujours que lorsque la tête est malade, c'est le corps qui souffre. Et lorsque je choisis de prendre le slogan cerveau recyclé, c'est de rappeler aux personnes à chaque fois que lorsque tu as une difficulté en face de toi, recycle ton cerveau et pose-toi des questions en permanence que est-ce qu'il n'y a pas d'autres voies et moyens pour atteindre mes objectifs? Tu gagnes un moyen combien par mois sur la négoce? En termes de commission, je peux me retrouver pratiquement à 2 à 3 millions. Par mois? Oui. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com. 25 millions. Je dis bien 25 millions. C'est la fortune de notre invité de ce jour. Dans l'idée, c'est qu'il nous transmette l'onction. Comment faire pour passer de 0 à 25 millions? C'est si en moins de 3 ans. Avec les négoces d'or, le montage vidéo, une marque de textile, concessionnaire Njoka. Bref, c'est un gars qui a trop de casquettes. Donc, comme d'habitude, c'est mon partenaire, mais aujourd'hui, on doit le secouer, Cela étant dit, je te souhaite la bienvenue pour ce énième podcast. Nouvel épisode, nouveau décor, nouvel invité. Et si tu te retrouves du côté de Paris, rendez-vous le 3 mai 2025 du côté de l'hôtel Intercontinental de Paris, en face de l'Opéra de Paris, pour la 4e édition du Week-end de l'écrivain. Pour en savoir plus, contacte le numéro juste en dessous de cet écran ou rendez-vous dans le premier commentaire de cette vidéo. Maintenant que tout ceci est dit, on peut souhaiter la bienvenue à notre invité, chef marmaille, Armand Batté. Bonjour, chef. Bonjour Valère. On dit quoi? Caresse. Gars, c'est la posture des gars qui ont les moyens. Posture des gens qui ont les moyens. Bref. Gars, dis-moi un peu. Ouais. C'est quoi ta couleur préférée? Alors, en termes de couleur préférée, je suis beaucoup plus... Il a commencé. Ouais. En termes de couleur préférée, je suis beaucoup plus pour le noir. Le noir. Ouais. Et la couleur blanche. Ah. Ok, donc, bon, tout s'explique. Voilà. Tout s'explique. Ok. Et c'est quoi ton pire souvenir? Alors, mon pire souvenir, c'est le décès de mon papa. Ouais. Donc, mon pire souvenir, c'est le décès de mon papa. Pourquoi? Parce que mon papa était celui-là qui m'a toujours moulé. Il m'a toujours montré comment est-ce qu'il faut utiliser la connaissance pour pouvoir devenir la meilleure version de soi-même. Et aujourd'hui, je vis principalement de la connaissance que je partage. Et c'est vraiment mon pire souvenir qui est le fait vraiment qu'il est parti trop tôt sans avoir vu les résultats, les minuscules résultats que j'ai avec mes différents business. Yes, sir. Bon, du coup, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu? Alors, de manière très simple, à l'état civil, je vais dire que je suis Sogun Batté Armand, le nom comme pas mal. Cerveau recyclé. Mon slogan à l'heure actuelle, à travers plusieurs passages à la lecture, à l'écoute des personnes inspirantes comme toi, j'ai pris conscience que il faut avoir le cerveau recyclé en permanence parce que les personnes restent avec des informations vétustes et veulent gagner de l'argent au quotidien, alors qu'ils ne savent pas, par exemple, que l'intelligence artificielle est en train de faire que plusieurs personnes vont en chômage. Donc, l'important de recycler son cerveau est hyper important en permanence parce que l'information de 2012, si ce que tu l'appliques en 2024, ça ne sera plus assez intéressante. Donc, je disais à l'entame d'un propos que je suis Sogun Batté Armand, de profession, un ingénieur des mines, professeur, produit de l'école
géologie et d'exploitation minière à Menganga depuis 2020. Donc, je suis à l'heure actuelle passé par plusieurs cases. Ça veut dire que la case emploi dans une carrière bien précise de la place que je préfère le nom ici. Et je suis passé également par la case débrouillard. Quand je dis débrouillard, c'est que apprendre un peu des autres. Et puis, à la case freelance avec le montage vidéo, bien évidemment, pour plusieurs personnes. Et aujourd'hui, je suis passé à la case entrepreneur dans plusieurs secteurs d'activité où je crée des systèmes, je mets des personnes et puis je développe le business. Notamment, l'atelier de couture Sewing Revolution, ce n'est pas fondamentalement une marque que moi je souhaite développer, mais je crée plutôt des structures physiques qui courent des vêtements comme ce que j'ai aujourd'hui. Je développe également l'extension des produits du docteur Claudel, le grand frère, la marque Njoka dans le grand nord du Cameroun. Et également, je fais dans le négoce de l'or, domaine dans lequel je me suis formé dans le secteur minier et la production des papes vibrés pour des personnes qui font dans le BTP, quoi, globalement. Ok, voilà, ah ouais, c'est beau, elle fait beaucoup de choses, les gars. Elle fait trop de choses. Bon, du coup, comment est-ce que tout ça a démarré? Parce que tu sors de l'école des mines et tu te retrouves dans tout ça. Ouais, en fait, voilà, globalement, je sors de l'école des mines en 2020. Ouais. Donc, je sors de là avec un parcours assez classique, comme quelqu'un qui sort d'une école de géologie, d'une école classique, quoi, avec son diplôme. Et puis, je me retrouve dans une fonction où je me rends compte que le poste que j'occupe n'est pas équivalent au salaire que j'ai. Donc, c'était moins de 100 000 francs à peu près max. Attends, ça veut dire que tu finis de faire plus de 5 années d'études. Oui. Tu es ingénieur. Ouais. Et tu rentres dans un boulot des mines. Exactement. Et on te paye moins de En 100 000 carrière, francs. bien évidemment. En carrière, moins de 100 000 francs. Oui, dans un Et tu contexte. travailles combien d'heures par jour? Alors, je travaille pratiquement on quittait à 5 heures, on rentre pratiquement à 22 heures. Non. Et ouais, effectivement, parce que la situation était simple. C'était que, en tant qu'ingénieur, tu dois assurer la production dans une carrière. Et la carrière, de manière très simple, pour ceux qui sont dans la ville comme Yaoundé Douala, je veux rappeler que la carrière se trouve entre Edea et Douala. Il y a plusieurs carrières là-bas. Je pouvais ne pas citer seulement la carrière pour ne pas faire publicité gratuite ici. Et on quittait le matin, il y avait ce qu'on appelle un bungalow. Le bungalow, ça ressemble à un camion des prisonniers. Bon, c'est le camion du personnel, quoi. On quittait là à 5 heures, on vous ramasse et puis on vous ramène là à 22 heures. Il fallait en même temps assurer que le concasseur soit effectif, que ça marche et que tu puisses éteindre et que tu puisses assurer la production. Et là, tu te rends compte que tu travailles à cette heure ou alors à cet intervalle d'heures et tu te rends compte que ton salaire n'est pas assez intéressant. Tu te retrouves à pratiquement 100 000. Tu es en train de devenir un homme qui a, en tant qu'homme, des responsabilités sous son épaule et qu'il faut assurer. Et tu te rends compte qu'en fait, il faut fondamentalement trouver des solutions pour pouvoir améliorer cette situation. D'où, soit il y avait l'option de quitter le pays qui, en plus de quitter le pays, il faut de l'argent. Il n'y en avait pas. Il fallait donc trouver une autre solution qui, pour moi, allait être une solution de raccourci pour atteindre mes objectifs futurs, qui est donc notamment de chercher les voies et moyens pour pouvoir s'en sortir. En même temps, pendant que je faisais ça, j'étais en train de préparer également un master de recherche à l'école de géologie. Je faisais donc des navettes comme ça. J'essayais donc de pouvoir colmater un peu, pouvoir en fait trouver une solution, quoi. D'où maintenant le fait que j'ai fait la vidéo, avoir lu ton livre et puis tu m'as demandé le projet, c'est combien. Mais moi, Voilà. moi j'ai une question même d'abord. Avant d'avoir lu mon livre Un pied à l'école, comment tu tombes d'abord sur le livre Un pied à l'école, un pied à le business? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis d'abord quelqu'un qui scrolle beaucoup sur Internet. Ça veut dire que j'étais là sur Facebook, ta page est tombée sur mon fil d'actualité, autant pour moi, merci. Et je vois que tu faisais encore la promotion de ce livre, Un pied à l'école, un pied à le business. Et puis, j'arrive dans les groupes Telegram parce que j'ai vu ça. Je cherche, mais je pouvais pas acheter. Je pouvais même pas acheter. Mais pourquoi tu voulais lire ce livre-là? Parce que je me rends compte qu'en fait, ce livre relatait déjà, en fait, le titre seulement exprimait déjà ce que moi je pensais. Tu vois? Mais à ce moment-là, tu travaillais déjà ou bien tu avais arrêté? Je travaillais toujours, puisque tu avais dit que je travaillais toujours en carrière et je faisais des navettes pour pouvoir préparer ma recherche que je n'ai même pas terminé jusqu'aujourd'hui. Et l'argent a gâté le cerveau de la fin. Que je n'ai plus terminé parce que j'ai fait un semestre 1 que j'ai fini et que le semestre 2, je n'ai même pas soutenu le master recherche. Je travaille sur le manga Ondéré, bien évidemment, sur l'analyse trajectographique des blocs du manga Ondéré et je n'ai pas fini. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas un master recherche. J'ai un diplôme d'ingénieur professionnel. Et c'est où je lis ton livre, je vois donc que, en fait, c'est quelque chose qui me parle. Je fais la vidéo avec mon téléphone et puis je t'envoie ça.
C'est là où tu me dis que, bon, Amon qui a monté la vidéo, voilà. Attends, et puis... il y a un truc, si tu permets, il y a un truc qui m'intéresse. Mhm. Dans le livre t'interpelle. Oui. Tu vas le récupérer sur Telegram. C'est Oui, ça? oui, justement. Ok. Mais, Ça veut dire, je fais une recherche, non? oui, Pour- je vois justement. comment. Mais quand tu le lis, qu'est-ce qui te marque même dans le livre? là, en Alors, de manière très simple, ce qui me marque dans le livre, c'est la similitude de ta vie fait? Mhm. à gérer école et business, ce que je faisais également quand j'étais à l'école de formation. Ok, Je d'accord. me rends compte Ok. que voilà quelqu'un qui a compris comment est-ce qu'on devrait fonctionner dans les années à venir. Il faudrait plus que les étudiants se contentent de vivre fondamentalement de leur mandat et qu'ils doivent plutôt trouver des voies et moyens pour pouvoir compléter de l'argent en apprenant également à faire du business. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la même chose que si on apprend à un étudiant à faire un peu à l'école, un peu dans le business, les parents font ça également. Parce que tu vas voir le parent à son salaire, mais en fait, il a encore d'autres sources de revenus qui est parfois la mission, parfois des petits trucs qu'elles font, des mèches qu'elles vont faire. En fait, c'est ce qu'il faut déjà commencer à apprendre aux personnes. Et je voyais déjà que en fait, la vision était assez claire. Et tu exprimais fondamentalement comment tu vendais les baskets, comment est-ce que tu allais prendre des baskets à un bas prix, comment est-ce que tu revendais tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, voilà quelqu'un qui comprenait pendant que moi, quand moi aussi, pendant mon école de formation, je donnais des cours de répétition. D'accord. Je partais travailler dans les ONG pour pouvoir travailler, avoir quand même 10 000, 20 000 chaque fois, en plus de 25 000 de mandats que j'avais, que mon grand frère m'envoyait chaque fin du mois. Et c'est comme ça que moi je gérais. Et c'est là où j'ai compris en fait que c'était bien. Quand je filme la vidéo que tu as vue, c'est même dans chez mon tuteur, chez lui. Donc j'étais dans sa cuisine là, je mets la caméra, j'ai tourné la vidéo. Mais pourquoi et puis... tu décides de faire une vidéo? Pourquoi tu fais pas un message? C'est pas anodin quand même. D'habitude, les gens font les messages. Pourquoi tu décides de faire une vidéo carrément? En fait, comme on dit souvent, moi, à l'instant T, c'était l'option que moi j'avais trouvée. Et aussi, je m'intéressais un peu à ce qui est cours en ligne, du genre faire son contenu. Quand j'ai dit faire son contenu, c'est quoi? C'est enregistrer les formations sur les logiciels. J'apprenais déjà les logiciels comme KineMaster, comme Camtasia Studio, qui est aussi également un logiciel d'enregistrement d'écran, où je formais déjà les gens et j'enregistrais déjà ces formations. Je savais déjà qu'il fallait vendre l'infoproduit. Ah, ok. Tu vois? Et du coup, quand je vois le livre, je dis donc, ok, je vais m'exercer à faire ça. Et le montage était bateau, totalement. Et tu vas pas voir que c'est quelque chose qui était vraiment très excellent. Et je me place devant la caméra avec mon Samsung Galaxy S7 32 Go. C'est là où je réalise la vidéo. Je monte avec le logiciel, l'application, pas le logiciel téléphonique KineMaster. Et puis je t'envoie ça. C'est où tu me demandes que gars qui a fait la vidéo. Je découvre que voilà, je dis c'est moi. Et puis on démarre une aventure folle. Voilà quoi. Ah ouais, ça allait vite. Hein. Et aujourd'hui du coup, donc ça veut dire que tu as fait le montage vidéo. Et c'est à quel moment que et la négoce d'or du coup, comment ça se passe, ça sort? Alors, il faut qu'on revienne un peu, on raconte un peu la chose parce que c'est très important pour moi. Alors, de formation en ingénieur des mines, je savais déjà que le secteur minier, c'est un secteur, pour pouvoir s'intégrer ou alors pouvoir s'intéresser à ce secteur d'activité, il faut avoir les capitaux. C'est un secteur à haute intensité capitalistique. Il n'y a aucun projet minier. Tu parles de combien à peu près? Minimum. Alors, les projets miniers vont parfois au-delà des milliards. Oui, ok, d'accord. Donc, on est en termes de milliards, pas en termes de millions. Donc, du coup, il y avait des options à choisir qui est de faire travailler dans une entreprise. Et les multinationales ne sont pas encore très implantées ici au Cameroun, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo. Je précise ça. Et je me pose la question que, Amand, qu'est-ce que tu vas faire de ta carrière professionnelle? Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un raccourci pour pouvoir s'en sortir? Et je me rends compte que si je dois m'investir dans le secteur d'activité, il faudrait que j'aille chercher des capitaux. J'avais déjà le capital intellectuel je pouvais utiliser cela, mais je ne savais pas encore les techniques et les stratégies pour pouvoir me déployer sur le digital afin de lever des capitaux ou alors avoir des capitaux, des finances pour pouvoir me lancer normalement dans ce secteur d'activité. Et je me dis que, ok, il faut trouver de l'argent. Et il faut d'abord avoir de l'argent parce que tu ne peux pas venir prendre quelqu'un qui... tu peux pas dire que tu vas sauver les autres tant que toi-même tu n'as pas encore d'argent. Ouais, c'est clair. Du coup, je me dis que il faut que j'accepte de payer le prix de faire un autre type de travail qui va me permettre d'avoir des capitaux et d'aller dans mon secteur de base. Et lorsque tu m'as présenté l'opportunité, moi j'ai décidé de creuser davantage parce que j'entendais qu'on gagnait de l'argent avec Internet. Oui. Ah oui, tu n'avais pas encore... Mais je n'avais jamais eu l'argent venant de quelqu'un de l'extérieur où on ne s'est jamais connu. Ouais.
venant d'Internet pour un service ou un produit que j'ai vendu, quoi. Lorsque j'ai reçu ma première fois les 5 000, j'ai dit que non, je vais percer ce mystère et comprendre ce qui se cache derrière. C'est où je commence à dire que, ok, Amand, je vais mettre un peu ma casquette d'ingénieur de côté. Donc, en pause, pas de côté fondamentalement, en pause, je vais aller chercher l'argent dans un secteur d'activité qui est autre pour pouvoir maintenant réinvestir dans le secteur du négoce de l'or. Voilà comment est-ce que les choses fonctionnent. Je commence donc avec toi, je commence donc avec les projets vidéo, je commence donc avec les projets pendant pratiquement plus de 2 ans. C'est de l'argent généré à travers le montage vidéo qui me donne maintenant la possibilité de pouvoir me lancer maintenant dans le négoce de l'or qui est de manière très simple, acheter l'or à un bas prix et revendre sur le prix du marché international. C'est tout simplement ça, quoi. Faire du négoce de l'or, c'est tout simplement ça. Et je pourrais encore pousser davantage qui est très simple. Le négociant, c'est quoi? C'est celui-là qui peut, mettre 2 personnes en contact. Ça veut dire que l'orpailleur ou alors le fournisseur ou alors celui qui a la matière première et celui qui demande la matière première, ou alors c'est celui-là qui va acheter ça à un bas prix, garder ça et revendre sur le prix du marché international de manière très simple. Voilà un peu, quoi. D'accord. Aujourd'hui, que deviennent tes camarades de promo? Ils sont dans les mines ou comment ça se passe? Alors, moi, je suis sorti de l'école de géologie en 2020. Et les camarades de promo avec qui nous sommes dans le même groupe, il y en a plusieurs qui sont ici, qui sont en train de continuer l'école. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire actuellement, ceux qui sont arrivés sont en train de faire les thèses première année, thèse doctorat PhD. D'autres sont en train de travailler dans des entreprises privées. Ça veut dire pour ceux qui avaient des relations et qui ont pu facilement le faire. À la fonction publique, on n'a pas encore une personne de ma promotion. Ça veut dire de ma promotion, 4e promotion. Donc, de ma spécialisation, en fait, bien évidemment, parce que dans d'autres filières, il y en a. Mais il n'y a pas encore dans la fonction publique dans mon truc. Et en termes d'auto-emploi, je connais pas une personne qui est encore dans l'entrepreneuriat comme moi. Comme toi, ok. Oui, mais beaucoup sont partis à l'extérieur du pays. Voilà. D'accord. Donc, voilà un peu. Et ton entourage, quand ils te voient dire que tu fais des trucs sur Internet alors que tu as... Alors, comment ça se passe? Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier choc, c'est d'abord le choc de ma maman qui se posait la question que, mais ce type-ci, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et après, il me pose beaucoup de questions qu'est-ce que tu fais sur Internet? À chaque fois, on voit que tes vidéos sur Internet où tu parles plutôt du montage vidéo, que tu parles plutôt du business en ligne et tout ça. Finalement, est-ce que tu ne devrais pas être dans une carrière en train de travailler ou alors en train de développer le business? Moi, à chaque fois qu'elle me pose cette question, je réponds toujours que, en fait, je suis en train de trouver les voies et moyens pour mieux vivre. Parce que là où je suis allé de manière frontale, je n'ai pas pu avoir la réussite que je cherchais. Et aujourd'hui, grâce au digital et grâce à Internet, je peux dire que ça va. Et ça me permet quand même de pouvoir découvrir des personnes ou alors faire des rencontres extraordinaires. Parce que je me dis souvent que si mon CV, le CV que j'ai pu bâtir, ça n'a pas pu rencontrer des personnes que je connais aujourd'hui dans mon carnet d'adresse. Ça veut dire qu'en fait, le digital, c'est la solution pour moi, quoi. Et je continue de leur dire toujours que je suis sur Internet, je suis au travail. Ouais, c'est vrai que les gens ont du mal à comprendre. Les gens ont du mal à comprendre. Soit sur ton téléphone, même que tu as fait le travail. Que voilà, quand je leur dis ça, que je suis au travail sur Internet, ça veut dire que quand tu me vois sur Internet, c'est que ne vois pas quelqu'un qui est en train... D'ailleurs, je ne me dénude pas pour dire que je suis en train de faire autre chose. Donc, je suis en train de faire une prestation intellectuelle. C'est-à-dire, je présente mes compétences que les gens doivent acheter si c'est qu'ils sont intéressés ou pas, de manière très simple. Et j'utilise Internet comme une personne lambda qui a compris que le digital a un pouvoir extraordinaire de pouvoir te propulser en un laps de temps lorsque tu le manies très bien. Voilà pourquoi est-ce que moi j'utilise ça pour pouvoir communiquer sur les différents services que je propose, quoi. Et du coup, pourquoi tu parles de cerveau recyclé? Alors, le slogan de cerveau recyclé, c'est... Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le cerveau, c'est cet outil-là, ou bien cet organe-là, toi qui es médecin, j'espère que je dis le mot, c'est organe ou bien... Voilà. Un organe, voilà. J'ai l'impression que les gens utilisent mal cet organe. À chaque fois quand ils ont des problèmes, ils veulent toujours utiliser le corps. Voilà pourquoi quelqu'un va dire toujours que lorsque la tête est malade, c'est le corps qui souffre. Et lorsque je choisis de prendre le slogan cerveau recyclé, c'est de rappeler aux personnes à chaque fois que lorsque tu as une difficulté en face de toi, recycle ton cerveau
et pose-toi les questions en permanence que est-ce qu'il n'y a pas d'autres voies et moyens pour atteindre mes objectifs? Je vais prendre un exemple très simple. Moi, je vais prendre dans mon cas, tout simplement. Je ne vais pas prendre quelqu'un lambda. Moi, je suis un ingénieur des mines. Je n'ai pas eu de solution frontale en attaquant le marché du secteur minier pour avoir un salaire décent d'ingénieur. Je rappelle que quand on dit ingénieur dans une famille africaine, on sait que voilà, c'est l'argent. On sait que voilà, il plafonne à partir de 1 million en montant. Mais tu n'as même pas le 1 dixième. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Et du coup, tu te dis que bon, est-ce qu'il ne faudrait pas recycler son cerveau ou alors voir d'autres opportunités qui existent dans d'autres secteurs d'activité, les saisir afin de pouvoir vivre la vie que tu recherches. Et c'est ça mon slogan, parce que beaucoup de personnes sont obstinées à toujours faire ce dans quoi ils se sont formés, alors qu'en fait, il y a d'autres petites opportunités qui peuvent te propulser à une échelle extraordinaire. Et aujourd'hui, c'est ce que moi j'ai compris en fait. Dans mon slogan, je me pose toujours la question que est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment dire aux jeunes que la filière que tu fais ici, est-ce que tu ne pourrais pas recycler ton cerveau pour pouvoir mieux gagner de l'argent avec ça? Un exemple très simple. Il y a des gens qui font histoire en faculté. Mais la seule chose qu'ils vont se dire que je vais faire soit lyrique, soit l'école normale, soit devenir docteur PhD. Mais ils ont été préparés à ça, c'est normal. Justement. Mais maintenant, le cerveau qui les a préparés à ça est un cerveau obsolète. Ouais. Ça veut dire que l'ancien qui les a préparés à ça, qui leur a dit que la seule chose que tu peux faire avec l'histoire, ce n'est que lyrique, l'école normale et le doctorat PhD est obsolète. Ce qu'il ne sait pas, c'est que avec l'histoire que tu fais, tu peux raconter la meilleure histoire de YouTube, du Cameroun, par exemple, sur une plateforme bien précise. D'où l'importance de recycler son cerveau en fait de comprendre qu'est-ce que le secteur complémentaire de l'audiovisuel pour proposer mieux ce que je maîtrise. Moi, je connais des personnes ici qui sont des docteurs excellents en histoire. Récemment, nous avons reçu des docteurs ici, des professeurs ici, qui sont excellents dans leur domaine d'activité. Mais le simple fait qu'ils n'ont pas voulu recycler leur cerveau ou même faire des mises à jour sur des informations qui pouvaient leur permettre d'utiliser des effets de levier, ils se retrouvent en train de vivre une vie des années 50 ou alors des années 30. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que un ancien qui fait un cours toujours avec les étudiants en classe, en fait, il ne sait pas que ce même cours, il pouvait le faire pour des milliers de personnes qui sont sur Internet. Bien sûr. Recycler son cerveau ici revient à faire quoi? Revient à dire que, professeur, vous devez comprendre que Internet est très important. Oui, bien sûr. Faites des mises à jour. Si vous ne faites pas des mises à jour, on ne viendra pas décider ton excellence devant 500 étudiants seulement que tu vois. Alors que grâce à une vidéo, tu peux faire beaucoup de choses. Ouais, grave. C'est la raison pour laquelle à chaque fois, je dis toujours que est-ce qu'il n'y a pas moyen de recycler son cerveau ou alors de faire des mises à jour pour avoir de nouvelles opportunités qui vont te permettre de pouvoir aller le plus rapidement possible dans tes affaires et dans ta carrière? Ah oui, non, c'est clair. Donc clair parce que je me suis rendu compte que avoir une seule compétence, c'est le suicide. Ah oui, parce en fait, je dis toujours aux gens qu'en Afrique, principalement, peut-être en Occident, c'est autre chose. Mais en Afrique, rester sur une compétence, c'est vraiment se tuer. Nous sommes d'accord que l'expertise est très importante. Oui, bien sûr. Mais à un certain moment, il faut un peu apprendre des autres. Même si c'est que c'est pas à 100%, apprendre de ce que l'autre fait pour pouvoir mieux développer ses activités. Moi, je dis souvent aux personnes que si tu viens chez moi et qu'aujourd'hui tu vois que je m'exprime très bien dans un secteur d'activité comme peut-être le montage vidéo, c'est parce que j'ai décidé d'apprendre. Oui, bien sûr. Et le problème, c'est que d'autres ne veulent même pas apprendre. Ils se disent que non, c'est réservé à une autre classe de personnes, alors qu'ils ne savent pas que s'ils comprennent ça, ça peut devenir un de ces business. Et c'est ce que moi, j'ai plutôt fait. Je me suis appliqué et j'ai fait de ça un business. Est-ce que tu ne trouves pas que les personnes qui ont beaucoup de diplômes sont souvent très imbues de leur personne? J'estime que vous qui faites des trucs sur Internet, là, vous êtes... justement, ce que tu dis, moi, je suis totalement d'accord avec ça parce que ce qu'ils font, en fait, ils se disent qu'avoir le bagage intellectuel qu'il faut font des autres des sous-hommes. Ouais. Alors, moi, j'ai toujours reproché ça aux personnes parce qu'à un certain moment, il ne faudrait pas voir les autres comme quelqu'un qui ne peut rien t'apporter. Moi, je vais prendre un cas simple. Moi, j'étais connu. Tu n'as pas
bac plus 100 ou bien bac plus 30. Mais j'ai décidé d'apprendre de toi à travers les livres que tu as pu mettre sur pied. En fait, ceux qui sont à un certain niveau d'excellence ou alors à un certain diplôme pensent que les autres ne maîtrisent rien. Ouais, tout à fait. Ils n'ont pas un niveau d'humilité à aller apprendre des autres. Moi, je suis quelqu'un sur Internet qui parle de tellement de choses, Idriss Abekan, que pour ne citer que lui, parce qu'il y en a plusieurs aussi. Mais c'est un monsieur qui apprend tellement de choses, la communication, l'oratoire, la psychologie, la neuroscience. En fait, il va apprendre des meilleurs. Parfois, il invite des meilleurs dans leur secteur d'activité pour aller apprendre. Et ceci pas de quoi? C'est pas de l'humilité que beaucoup non plus. Ouais. Et moi, par exemple, je veux encore revenir dessus. C'est qu'à un certain moment, les gars ne veulent plus se faire petits pour apprendre certaines choses. Je pouvais dire un jour que non, dis donc, le montage vidéo, ça sert à quoi? Le négoce de l'or, si ça sert à quoi? Alors que les gens ne savent pas que ce sont un secteur hyper rentable. Les gens ne se posent pas la question que comment est-ce que je peux aller apprendre de nouvelles choses? Parce qu'ils se disent que non, l'autre n'a plus rien à m'apporter. Et du jour que tu dis que l'autre n'a plus rien à t'apporter, c'est fini, quoi. Ouais. Donc, globalement, c'est un peu ça. Ouais, du coup, parce que justement, l'affaire des diplômes, ça, on n'imagine pas à quel point ça nous bloque le cerveau. Hein. Oui, ça bloque énormément. Et ça bloque. Je raconte une petite histoire. Récemment, on finit le week-end de l'écrivain et le week-end de l'écrivain qui s'achève toujours par la formation. Justement. Pendant la formation, il y a une personne qui prend la parole. Ah oui, je me souviens, qui demande... Il dit qu'est-ce qu'après ça, on aura un certificat qui atteste comme quoi on a suivi la formation. Il dit, mais le certificat pour prouver quoi à qui? Mais il dit, ouais, ça pourra prouver aux gens qu'on a fait ça. Il dit, mais si, c'est ton livre qui va prouver que tu as suivi une formation. En fait, revenons sur ça, parce que effectivement, quand tu reviens sur ça, moi, je me souviens très bien. Quand elle a dit, est-ce qu'il y aura un certificat? Moi, je me suis dit, mais j'ai dit, ce monsieur, est-ce qu'il mesure ce qu'il va faire avec un livre qu'il va mettre sur pied? Parce que la preuve, moi, je vais te raconter une histoire avec mon livre, qu'on va revenir également, parce que je suis également un auteur grâce à la maison d'édition Argent Livre. J'ai écrit un livre intitulé 29 idées de business à lancer dans le secteur minier. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que à chaque fois quand les gens m'écrivent, ils ne veulent pas savoir la formation que j'ai eu à faire. En rien assuré. La seule chose qui les intéresse, c'est est-ce que tu m'apportes le résultat. Et j'ai un client qui est venu du Canada, se former au Cameroun, au siège de mon entreprise. Il m'a posé la question que, est-ce qu'on vous a appris comment on fait le négoce de l'or à l'école de formation? L'école qui m'a donné le diplôme. Je leur ai dit non. À l'école de formation, on m'a appris à détecter où on peut trouver l'or. Mais on ne m'a jamais appris comment est-ce qu'on fait pour pouvoir vendre l'or à un Libanais ou à un Chinois. Et c'est fait à dessein. Parce que ceux qui ont des diplômes là n'ont que récité des théories et qui ont eu un diplôme tout simplement. Et moi, je suis contre ça parfois. Parfois, à chaque fois quand je me définis, je n'aime pas mettre le titre ingénieur dessus. Ouais. Parce qu'à un certain moment, les gens vont plus rester scotchés à ça que la valeur que je procure. Et moi, je me dis toujours que non, Armand, tu dois te retrouver dans une configuration où la personne te contacte pour le savoir-faire que tu peux lui apporter. Ou alors, pour le plus que tu peux lui apporter. Est-ce que si le diplôme apportait un plus, prenons un exemple simple. Tu vas aller épouser, félicitations pour tes fiançailles avec Nelly. Amen, amen, on reçoit. Et tu vas venir me rencontrer. Que, Armand, je veux que tu me trouves une bague en or. En fait, je veux que tu me certifies que la bague que je vais acheter ici, c'est en or. Est-ce que, quand je vais te poser le diplôme, est-ce que ça certifie ta bague que c'est en or? En fait, c'est ce que les gens ne comprennent pas ça. À un certain moment, les gens doivent enlever cette casquette. Et je vais rappeler même que les multimilliardaires dans le secteur minier ne sont même pas des ingénieurs des mines. Non. Oui, un exemple très simple. Prenons le président de la CAF, Patrice Motsepe. Il est multimilliardaire avec le diamant. Est-ce que on a besoin d'avoir un diplôme pour arriver à ce niveau? Il faut comprendre ce que la valeur, il faut comprendre ce que les autres peuvent apporter comme valeur pratique, de manière opérationnelle. Et derrière, lorsque tu joues sur la relation humaine que tu entretiens, tu obtiens des résultats extraordinaires. Et moi, c'est ce que je raconte aux personnes. Toutes les personnes qui viennent chez moi au siège, je ne laisse jamais donner d'attestation. Quand je dis surtout l'attestation, c'est quand la personne demande, puisque je suis une entreprise formellement établie, que je peux le faire. Mais toutes les personnes qui arrivent, je leur dis que le seul résultat qui garantit ce que mon système marche, c'est l'argent que tu gagnes. C'est clair. Parce que lorsqu'une personne arrive chez moi, prenons notre secteur d'activité, le montage vidéo, quand une personne arrive chez moi, je lui dis que quand je te forme en 3 mois, je vais te donner telle garantie et tel truc, si c'est que tu appliques tel bien. La personne n'a pas voulu savoir est-ce que je suis un ingénieur que je le forme. Non. La personne attend de moi
le résultat que j'ai et avec les résultats que moi j'ai. Parce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand tu vas te former, il faut d'abord voir l'élève qui a le résultat et l'ancien qui fait la chose et qui dit. Toujours. Point. Toujours. Donc, c'est un peu ça. Et donc, comment ça se passe pour la négoce de l'or? Alors, de manière très simple. Comment tu t'es déjà formé à la négoce de l'or? Alors, de manière très simple, comment je me suis formé dans le négoce de l'or? Il y a une personne que moi je suis sur Internet que les gens négligent très bien, Coach Ben. Coach Ben, oui, qui parle beaucoup de négoce des matières premières, Il va parler du négoce des céréales, du maïs. Bon, le céréal, lui, le maïs, le soja, le sorgho, tout ça. Il va te parler du négoce de la bauxite. Il va te parler du négoce, en fait, des matières premières. La matière première, ça veut dire que toute ressource qu'on va transformer après. Alors, le négociant, là, c'est celui-là qui n'a pas le produit parfois. Je vais prendre ça, c'est un pan très important. Parce que les gens me posent souvent la question, est-ce qu'on peut se lancer dans le négoce sans argent? Et c'est la réponse que je veux répondre aujourd'hui. Le négoce, là, c'est comme le pont entre celui qui ne connaît pas la personne qui va acheter. Ça veut dire que, et le fournisseur. C'est celui-là qui est le pont entre le fournisseur et l'acheteur. Le négociant arrive ici, il a la première possibilité de mettre les deux personnes en relation. Oui. Et il gagne des commissions de part et d'autre. Ou alors, il a de l'argent, il voit comment le marché se comporte et il prend le produit, il stocke. Après, il attend que le marché augmente et il vend. De manière très simple. Oui, ok. C'est bon, je vais prendre un cas très simple avec l'or. À l'heure actuelle, nous sommes pratiquement à l'once d'or à $21 000. On ne va pas faire trop de calculs ici, mais récemment, j'ai fait une conférence où j'expliquais de manière terre à terre comment est-ce qu'on avait le prix de l'or. À l'heure actuelle, où on tourne cette vidéo, ou alors, il y a cela 2 jours, je disais que le prix, qu'on avait fait les calculs, on se retrouvait, l'once d'or, il faut que j'y rappelle, c'est 32 grammes, de manière générale. Et on se retrouvait à pratiquement le gramme à 51 000 francs CFA. Alors, comment est-ce que le négociant utilise cette information pour pouvoir gagner de l'argent derrière? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'or est utilisé dans les bijouteries. Dans la joaillerie, bien évidemment, tu vas voir qu'il y a les chaînes en or, les bagues en or et dans les circuits électroniques également. Le négociant, lui, c'est celui-là qui doit chercher où est-ce qu'il va trouver la matière première. C'est pour ça qu'il est négociant des matières premières. Il doit chercher où ça se trouve et à qui est-ce qu'il va vendre cette matière première. Il est le pont entre les deux personnes. Et dans le secteur aurifère, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le contexte camerounais ou alors africain, il faut savoir que la matière première se trouve soit sur l'orpailleur, soit sur l'industriel qui a utilisé sa mine semi-mécanisée ou industrielle. Et lorsqu'il a donc ça, il vient voir celui qui a produit ça. Il lui dit que, OK, moi, je peux te trouver quelqu'un qui peut t'acheter à tel prix. Oui. À l'heure actuelle, je venais de vous dire que l'or, quand je faisais de l'exposé durant la conférence, l'or était à 51 000 le gramme. Le gramme. L'once. L'once est différent du gramme. L'once d'or, c'est 32 grammes environ. Quand on prend par... voilà. Okay. Et on se retrouve à 51 000 francs CFA. Le gramme. Le gramme. Le gramme d'or. Je n'ai pas dit le kilogramme, le gramme. Donc imaginez que, imaginez que vous avez 500 grammes d'or. Vous voyez le chiffre d'affaires que vous faites. Donc, si tu connais l'orpailleur ne connaît pas le circuit final. Ça veut dire que l'orpailleur a besoin d'argent. Oui. Ça veut dire que tu peux venir prendre, par exemple, le gramme chez lui à 40 000, à 45 000 ou 48 000. Tu vois? Tu lui dis que, OK, je prends ton produit ici à ce prix. Supposons un prix bateau. Pour prendre un exemple, pour étayer ce que je suis en train de dire. Tu prends ça à 40 000 et tu arrives à Dubaï. Oui. Tu fais sortir ton produit. Tu arrives à Dubaï. Tu vends ce même gramme maintenant au prix du marché international. Ça veut dire que c'est un prix spot. Le prix spot, c'est le prix fixé dans les bourses dans le monde entier. Par exemple, une bourse que je vais citer ici, le London Metal Exchange, qui fixe les prix des différents métaux sur le marché. Et tu vas te rendre compte que c'est là-bas que les gens vérifient les prix au quotidien. Et lorsque tu arrives à Dubaï, tu revends ça au prix. Ça veut dire l'or brut à ce prix. Le gars de Dubaï va utiliser ça pour ses produits ou alors pour ses bijoux. Et toi, tu gagnes dans la marge. Imagine que tu gagnes 10 000 sur ces différences de prix que tu viens de faire. Ça, c'est le chiffre d'affaires, bien évidemment. On va enlever, après on va voir la marge que tu pourras te faire. Mais en réalité, voilà l'activité du négociant. Maintenant, quand moi, je parle du négoce aux personnes, il y a 3 façons de gagner. Ça, c'est la première façon que je viens de gagner, la commission.
La deuxième façon de gagner, c'est d'acheter. Normalement, ça veut dire que tu prends ton argent, tu mets à l'intérieur. Ça veut dire que tu viens avec tes 10 millions, tes 5 millions, tu payes, tu gardes et tu attends que le prix augmente, tu revends. C'est comme si quelqu'un vient avec son maïs, il te dit que j'ai mon maïs. Aujourd'hui, le maïs coûte 12 000 le sac de 100 kilos. Un exemple bateau. Ouais. Pour ne pas dire que, voilà. Après, on te dit que le maïs est augmenté à 24 000. Ouais. Et tu avais le stock. Ouais, tu es bien. Tu es bien parti. Et qui peut faire de la négoce d'or? Alors, celui qui peut faire la négoce, moi, je pourrais dire que le marché, le négoce d'or le marché du négoce d'or est ouvert pour toute personne qui est juste curieux. Donc, n'importe qui peut faire de la négoce d'or. N'importe qui peut faire la négoce d'or, mais à partir d'une certaine tranche d'âge, bien évidemment. Ça veut dire que tu peux commencer à partir de 18 ans montant, pas un enfant de 6 ans, 7 ans, non? Oui. 18 ans, et beaucoup ne savent pas qu'ils font du négoce d'or au quotidien. En fait, qui font du négoce au quotidien. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu vas, par exemple, au marché, tu vas acheter une chaussure, il faut savoir qu'il y a un fournisseur. Oui, forcément. Le fournisseur a il y a un revendeur. Le revendeur gagne la marge là. Le négoce de manière, on vit ça au quotidien. Et c'est parce que les gens ne savent pas qu'on vit ça au quotidien, ils se disent que c'est réservé à une élite. Or, l'élite comprend que lorsque je mets mon argent dedans, je peux facilement développer ça. Moi, j'ai rencontré par exemple des Libanais, des Chinois, qui quittent des milliers de kilomètres, qui viennent dans les sites miniers dans ma région là-bas, à Fel, Gandina, à Mbé, bien évidemment dans la nationale numéro 1, pour pouvoir exploiter l'or. Si les États arrivent à exploiter, ou alors les personnes de notre État arrivent à exploiter de l'or chez nous, il faut se poser la question, pourquoi nous, on n'exploite pas ça? Pourquoi nous, on ne s'intéresse pas aux produits finis? Parce que si on n'arrive pas à creuser, il faut quand même qu'on s'intéresse à vendre aussi. C'est un peu ça. C'est vrai. Donc voilà un peu. Et tu dis souvent, donc ça veut dire quand on dit négoce d'or, ça veut pas dire que, donc ça signifie pas que quand tu vas l'acheter, est-ce que tu vas renégocier le prix de vente? Oui, tu vas renégocier le prix de vente parce que le prix, tu vas renégocier ça. Parce que si tu arrives maintenant chez la personne qui achète, il connaît le prix, n'est-ce pas? Vous devez négocier, il y a des leviers de négociation que tu peux activer. Et tu dis souvent que la règle numéro 1 quand on fait de la collecte, bon, qui dit négoce dit collecte. Est-ce que le négoce, quand il fait de la négoce, il fait forcément de la collecte? Celui qui fait du négoce ne fait pas forcément la collecte. Celui qui fait du négoce, s'il a le moyen, peut collecter. S'il n'a pas les moyens, il met 2 personnes en liaison. Donc il ne peut pas aller chercher, machin. Il ne peut pas aller chercher, non. Ah, okay. Non, il ne fonctionne pas comme ça. Généralement, il peut créer son système que j'explique généralement très bien, de manière très simple, c'est que il visite les sites, il rentre en contact avec des personnes qui font leur fournir des matières premières, il a le carnet d'adresse, et directement ce carnet d'adresse maintenant vient lui donner des produits. Un exemple très simple. Moi, j'ai des personnes avec qui je travaille lorsque je suis au siège, puisque j'ai une carte de collecteur minier, puisque c'est un document très important qu'il faut avoir. Je vais expliquer la raison après. Voilà. Lorsque je suis au bureau, on m'appelle qu'Amand, on a des quantités d'or qu'on a besoin. Oui. Le jour que j'ai l'argent, je paye ça, je garde. Le jour que je n'ai pas, j'appelle directement celui qui va acheter. Ça veut dire que j'ai des personnes qui ont la liquidité en permanence. Je lui dis que voilà les quantités qu'on vient de m'apporter. Est-ce que tu peux venir, tu certifies ça, tu pars avec. Ou alors, il me dit donc, ok, certifie-moi ça, viens avec ça, on va fixer le prix, je vais t'envoyer, je te fais un virement parce qu'on a déjà une relation de confiance qu'on a développée. Oui, bien sûr. Je reviens donc sur la carte de collecteur. La carte de collecteur, c'est un document délivré au Cameroun, bien évidemment, parce que je ne connais pas le contexte burkinabé, je ne connais pas le contexte malien ou ghanéen. C'est un document délivré par le ministère de la délégation départementale des mines, de ta région, bien évidemment, qui te donne le droit de collecter des substances minières. Ce document est très important. Pourquoi? Prenons un exemple très simple que Valais est négociant aujourd'hui. Valais veut collecter de l'or. Valais est allé collecter de l'or à Ndikinimiki. Il a collecté 5 kg d'or. Valais est en train de voyager avec ces 5 kg d'or dans un bus de transport en commun. Valais est stoppé par des douaniers. Valais n'a pas... Les douaniers se rendent compte que Valais a 5 kg d'or. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toute ressource appartient à l'État. Ah. Oui. Et cette carte maintenant... Donc si je creuse ici, je trouve de l'or, c'est pour l'État. Ici, oui.
c'est pour l'État. Tu dois déclarer ça. Tu dois dire que j'ai trouvé cette quantité parce que tu vas vendre ça et tu vas avoir de l'argent derrière. Et du coup, ce document maintenant te protège en fait. C'est-à-dire que quand le douanier te prend, il te demande que qu'est-ce qui t'autorise à avoir 5 kg d'or? Est-ce que ce n'est pas l'or issu de la contrebande? Ah oui. Est-ce que ce n'est pas l'or issu de l'esclavage ou alors de l'utilisation des enfants dans les mines et tout ça? Et du coup, tu te rends compte que lorsque tu as ce document, tu es beaucoup plus protégé. Tu peux facilement vaquer à tes occupations rapidement. C'est ce qui me permet de pouvoir voyager facilement. Et quand je voyage, je ne dis presque jamais à personne que je voyage avec des quantités d'or. Ouais. Justement, tu m'expliquais que... Parce que ta vie en dépend. Et je t'expliquais la règle numéro 1 lorsqu'on parle collectionner de l'or, c'est ne dire à personne. Ne dis à personne que tu es en train d'aller collecter de l'or. Parce que celui qui sait que tu as de l'argent, ou alors de l'argent qu'il peut facilement obtenir, lorsqu'il obtient ton or, il peut facilement te mettre toute la vie. Je vais raconter une histoire très simple d'un client qui est passé me voir un jour au siège. Ça, c'était une de ces histoires qu'il me racontait. Donc, je raconte aussi. Il me dit que c'est un négociant d'or aussi, mais qui est beaucoup plus dans la zone de Fell. Je préfère dire la zone parce qu'actuellement, ce n'est plus trop en exploitation. Et ce jeune-là, il allait dans les sites. Il ne disait jamais à ses proches. Et un jour où les gens l'ont pisté, il a été pisté et on s'est rendu compte qu'il partait prendre pratiquement 2 kg d'or. Et je vais rappeler ici que certains négociants louent même les services du bataillon d'intervention rapide pour les accompagner à aller collectionner pour transporter les matières premières. Waouh. Parce que imagine qu'une personne lambda, que tu prends ta moto, ta voiture, tu passes sélectionner. On fait ce qu'on appelle, on peut t'agresser avec ça en fait. Bien sûr. Et directement lorsqu'on récupère, on ôte ta vie. Et je venais de dire que le gramme d'or sur le marché international coûte 50 000. Imagine maintenant que tu as 1 kg qu'il faut 1000 grammes. Ça change ta vie. Tu comprends l'argent qu'il y a derrière dans le secteur aurifère? Est-ce que la question qu'il faut souvent se poser, je dis souvent aux gens qu'il faut souvent se poser pourquoi est-ce que les Chinois viennent avec les pelles excavatrices ici? Ils sont en brousse. Ils ne sont pas fous en fait. C'est que lorsqu'ils rentrent avec 1 kg d'or, ils ont déjà remboursé même l'argent d'une pelle excavatrice facilement. Donc tout ce qu'ils font là, ils sont en train d'exploiter ce monde quotidien. Ils sont en train de gâter l'environnement qu'on a ici, camerounais. Mon combat, c'est que des personnes lambda, comme je disais, des ingénieurs prennent conscience de cela afin de savoir qu'il y a des opportunités à saisir dans ces secteurs d'activité. Ouais, grave. Et moi, je suis celui-là qui est en train de vouloir vulgariser ça au maximum afin que les gens comprennent qu'en fait, il y a de l'argent à se faire dans ces secteurs d'activité. Tu gagnes un moyen combien par mois sur la négoce? Alors, en termes de négoce par mois, ça, ce sont les chiffres. En termes de commission, je peux me retrouver pratiquement à 2 à 3 millions. Par mois? Oui. Waouh. Maintenant, ce n'est pas tous les mois qui a les produits. Il faut préciser. Parce que je peux dire comme ça. Après, les gens m'ont dit que ça fois 12, voilà ce qu'ils gagnent. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que les produits, tu n'es pas le seul à voir que c'est intéressant. Oui. Il y a plusieurs fournisseurs, il y a plusieurs négociants dans l'ombre que je préfère ne pas citer ici. Il y a des personnes qui ont des matières premières et qui ont aussi d'autres clients. Ça veut dire que le jour que tu arrives le mois, si tu n'as rien fait, tu vois? Et tu négocies que de l'or, tu négocies aussi le diamant? Non, je ne fais pas encore dans le diamant parce que je n'ai pas tous les outils pour pouvoir travailler sur le diamant, notamment l'identification du bon et du mauvais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même dans le secteur aurifère, il faut savoir identifier le bon or du mauvais or. Il y a ce qu'on appelle l'or du fou, la pyrite. Quelqu'un peut venir te fournir de la pyrite et te dire que c'est de l'or. Ouais. Et tu payes ça à un prix exorbitant et tu viens te faire arnaquer. Et comment moi, il fait en tant que profane pour être sûr que le bijou que je reçois, c'est de l'or? Justement, la raison pour laquelle je vais arriver à ça, pour pouvoir démontrer cela. Prenons par exemple que tu as un bijou. Généralement, la plupart sont faites d'alliage. Ouais. De l'acier inoxydable plus de l'or, bien évidemment, un pourcentage bien précis. Ouais. Et il y a un test qui est fait souvent pour pouvoir identifier, par exemple, un bijou en or. Ouais. C'est qu'on appelle ça un test à la pierre de touche. Mais moi, je ne l'ai pas. Je fais comment? Justement, si c'est que tu n'as pas cette pierre de touche, avant d'aller acheter ton bijou, il faut demander
au bijoutier de faire ce test. Ou alors, toi-même, apprendre à faire ce test. C'est la raison pour laquelle je sensibilise au maximum, parce que beaucoup ont offert des bagues à leurs femmes, disant que ma chérie, j'ai offert une bague de 18 carats. Ouais. Parce que ça, c'est le degré de pureté, ce sont les formes de pureté d'or, 18 carats à 24 carats. Ouais. Tu as offert ta bague à ta femme, tu lui dis que ma chérie, je t'ai offert une bague. Non. Mais en réalité, parfois, tu ne sais pas que on t'a fait une bague peut-être à 25% d'or et 75% d'acier inoxydable. Et quand il dit 25% d'or là, c'est 25% d'or de 18 carats. Ouais. Je suis pas allé au degré le plus élevé. Ça veut dire que tu te retrouves dans une configuration où on t'a vendu une bague où d'abord, le degré de pureté d'or est faible. Après, maintenant, on t'ajoute encore de ça, un acier inoxydable. Le test à l'acide à la pierre de touche, c'est quoi? C'est de manière très simple, c'est quoi? C'est une pierre de touche ou une pierre de couleur noire, tout simplement, dans laquelle on fouette le métal ou alors le bijou à l'intérieur et on pose des différents dosages d'acide nitrique qui correspondent aux différents carats. Pour te dire que, OK, ici nous sommes dans du 18 carats, ici nous sommes dans du 24 carats, et ainsi de suite. C'est un test que tu peux faire facilement et que le monde peut connaître faire. Il suffit juste qu'on leur explique comment on fait ça. Et c'est ce que j'apprends dans mes formations à chaque fois quand les personnes viennent se former ici. Par rapport à la négoce de l'or. Oui, justement. Waouh. Et est-ce que tu as l'impression que les ingénieurs qui sortent de l'école s'y intéressent? À l'heure actuelle, avec la sensibilisation que j'ai commencé à faire, oui, beaucoup de personnes se sont intéressées à ça. Ah, et j'ai vu pratiquement plus de 12 personnes qui m'ont contacté à chaque fois. Ils me disaient toujours que, Armand, vraiment, ce que tu as dit, nous, on ne voyait pas ça sous cet angle. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ingénieur dans le système africain ou alors le système camerounais est formé principalement pour pouvoir être un futur exécutant d'une tâche dans une multinationale bien précise. Ceux qui vont nous écouter ne diront pas le contraire. Et lorsque je lève le niveau pour leur expliquer qu'en fait, il ne faut pas rester comme le pion du système, il faudra plutôt être quelqu'un qui crée le système. En fait, l'ingénieur qui connaît comment est-ce qu'on peut, où on peut trouver de l'or, peut facilement devenir multimilliardaire s'il s'intéresse à ce que je dis, le négoce de l'or, bien évidemment. Parce que s'il connaît tous les rouages derrière ça, il pourra dire que je te trouve la matière première, je la transforme et puis je la vends. Et ça fait qu'il crée un système. Puisque la richesse, c'est quoi? C'est le secteur primaire, secondaire et tertiaire. Tout à fait. Le tertiaire, là, c'est la place du négociant. C'est là-bas qu'il y a la distribution. Ouais. Le primaire, c'est la matière première. L'ingénieur connaît comment est-ce qu'on trouve l'or. Avec les détecteurs de métaux, tu vois, tu fais des études de géophysique. Et qu'est-ce qui fait en sorte que l'or soit un métal précieux? Soit un métal précieux. À l'heure actuelle, l'or est un métal précieux. Pourquoi? Parce que c'est une monnaie refuge, tout simplement. Une monnaie refuge. Et elle est extrêmement rare. De manière très simple. L'or est très rare, aussi rare que ça? Très rare. Très, très rare. Comment on fait pour avoir de l'or? Alors, de manière très simple, l'exploitation aurifère commence d'abord par une étude géologique. Une étude géologique très simple qui est parfois des sondages, des bâtés qu'on fait dans des fonds marins pour pouvoir voir des indices minéralisateurs. Et lorsque tu as des indices minéralisateurs maintenant, tu commences à pousser des études beaucoup plus avancées. Oui. Généralement, les études géologiques ou alors des études de la phase de recherche géologique pour une industrie, pour une mine industrielle, voilà, autant pour moi. Parce qu'il faut savoir, il y a la mine artisanale, c'est une mécanisée et industrielle. Pour une mine industrielle, la recherche peut prendre pratiquement 10 ans. Wow. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les 10 ans de recherche, tu peux facilement rentabiliser en 2 ans d'exploitation plein. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que ce que tu auras découvert là peut faire pratiquement peut-être 1 tonne d'or que tu as rencontré dans cette zone. Waouh. Mais ça, quand tu dis que l'or, quand tu trouves le filon, ça ressemble à quoi alors? Alors le filon, de manière très simple, c'est quoi? C'est que c'est une trace ou alors c'est un indicateur dans lequel on peut avoir de l'or à l'intérieur. On peut avoir par exemple un filon de quartz qui a à l'intérieur des filons d'or. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a l'exploitation alluvionnaire et éluvionnaire. La différence est très simple. Ce que vous allez voir dans des sites que vous voyez souvent dans les reportages où on voit, c'est qu'en fait, ce sont des personnes qui utilisent des résidus là-bas. Donc, le ruissellement de la boue, tout ce qui s'est passé. Après, ils lavent tout simplement. Après, ils utilisent du mercure qui est déjà interdit dans les sites. Ouais. Et l'autre méthode maintenant, c'est que tu utilises le filon de quartz. Le filon de quartz, c'est comme, en fait, le sable que nous avons là. Oui. C'est issu du quartz, une roche magmatique.
à l'intérieur, il y a donc une incrustation de filons d'or à l'intérieur. Ah. Il faut donc broyer donc ce quartz par des méthodes d'exploitation bien précises. On peut utiliser des explosifs, bien évidemment, pour détacher du bloc du massif rocheux. Après, broyer ça à des fines poudres pour pouvoir toujours attaquer ça à une solution pour pouvoir récupérer la matière qu'on recherche. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le secteur minier, il y a la gangue et la matière utile qu'on récupère. Oui. Et généralement, quand tu es en face du quartz, quand tu as le quartz et l'or, en réalité, le quartz qui est parfois utilisé pour produire du verre, à l'heure actuelle, est considéré comme gangue. Parce que ce qui est considéré comme gangue, à un certain moment, peut être la matière première à un autre moment. Oui, bien sûr. Il faut savoir ça. C'est très important. Donc, c'est voilà. Et l'or, lorsque vous trouvez l'or dans les mines, ça a quelle texture? C'est quoi? C'est liquide? C'est comment? Alors, on peut avoir ça de manière en paillettes, en pépites. En pépites, en paillettes, c'est vraiment les paillettes, quoi, comme tu entends le mot. Maintenant, en pépites, c'est comme des grains qu'on a là. Et puis maintenant, lorsqu'on fusionne à une température bien précise, on obtient maintenant ce qu'on appelle des lingots d'or qu'on va retrouver peut-être dans des banques et tout le reste. Et dans des industries, dans des sites industriels, dans des secteurs industriels, on fond l'or à l'usine même, c'est pas ailleurs. C'est-à-dire qu'on fusionne tout ça, on produit les lingots et on exporte par avion, principalement dans d'autres pays pour qui on va donc vendre ça. Waouh! L'affaire là donne l'argent. Écoute tout ça, là, l'or, le machin, les trucs. Voilà. Et tu as déjà été dans une mine d'extraction de diamants? Alors, dans le contexte camerounais, moi, je n'ai jamais fait de mine de diamants. J'ai beaucoup fait des carrières de production de granulats. De granulats de quoi? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les granulats sont utilisés dans plusieurs secteurs d'activité, dans le BTP, dans les projets routiers. Les granulats sont des matériaux inertes de taille bien précise qui varient de 0, dont le diamètre varie entre 0 mm et 15 mm ou alors 35 mm. 35 mm ou alors, en fait, tu peux avoir plusieurs rayons, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les granulats sont très utilisés pour les fondations. Pour pouvoir ajouter sur les projets routiers. Quand on passe sur une voie goudronnée, en fait, on a utilisé énormément de granulats. Et ce que les gens oublient souvent, c'est que c'est un secteur à haute rentabilité. Parce que c'est un produit qu'on utilise au quotidien. Or, le problème, c'est que les gens s'investissent beaucoup plus souvent dans l'or parce qu'ils se disent que ok, c'est rare, ils vont gagner gros. Or, ils ne savent pas que dans les produits de carrière, le sable de carrière, les graviers qu'on a, on vend chaque jour. Parce qu'il y a des gens des promoteurs immobiliers vendent chaque jour, veulent construire au quotidien. Ils vont construire en quoi? Monsieur Valère, vous allez construire en quoi? En papier ou en brique de terre stabilisée. Et quand vous allez faire vos poutres, vos poteaux, quand vous allez pouvoir charger vos poteaux, vous allez faire un mélange de gravier et de sable et de ciment, qui sont tous des ressources minières. Moi, je dis toujours qu'en Afrique, ou alors les gens ne comprennent pas que nous vivons parfois à 60% de la ressource minière au quotidien. Le micro que vous avez ici, c'est le secteur minier. Là où nous sommes dans la maison que nous sommes ici, nous sommes dans le secteur minier. Les gens ne savent pas qu'il faut s'intéresser fondamentalement à ça pour pouvoir comprendre qu'en fait, les autres pays ont utilisé ça comme levier d'enrichissement. Nous, on le fait illicitement et on le fait encore même bêtement parce que les autres viennent prendre ce que nous avons. Et c'est ça qui est mon plus gros problème. Au Burkina, par exemple, moi, je félicite des dirigeants qui, à l'heure actuelle, comprennent que le secteur minier doit les appartenir. Et j'apprécie des initiatives des pouvoirs publics qui veulent privatiser la chose. Parce qu'ils ne savent pas que ça fait des rentrées de devises au pays. Prenons un Chinois. Parce que moi, j'ai un problème avec ces gars. On leur a ouvert le pays, mais ils ne savent pas que le pays ouvert à ces personnes, c'est extrêmement dangereux. Parce que tout ce qu'ils prennent, ils repartent avec. Ils reviennent nous vendre ça 4 fois plus cher. Quand le Chinois, lui, va prendre l'or aussi, il va prendre son gramme à 1 kg prenant. Il va repartir en Chine avec. Il va faire de l'alliage. Il va revenir te vendre la même chaîne à 450 000. Est-ce que c'est sérieux? Mais parce que nous, on ne le fait pas. D'où l'importance de recycler son cerveau en permanence.
pour comprendre qu'en fait, les informations qu'on a pu avoir durant nos écoles de formation, il faudrait que des jeunes qui sont allés expérimenter le terrain viennent apprendre aux autres comment est-ce que on transforme la matière première en argent. C'est vrai. Et non de sortir uniquement avec un diplôme qui va leur dire que non, en fait, moi, je suis un ingénieur, Bac plus 5, dans le contexte camerounais. Après, tu te tagues d'être ingénieur. Moi, c'est pas ça. Moi, j'aime être en face des personnes qui, à un certain moment, me disent que, ah ouais, on peut développer tel projet, on peut développer tel projet, on peut développer tel projet. Grâce à la ressource minière que nous avons. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont multimillionnaires à travers uniquement le transport de sable de mer? Ça veut dire que il va dans une zone où il se rend compte que les propriétés de ce sable sont très utiles pour pouvoir utiliser dans le BTP. Ouais. Lui, il achète le camion, il ne transporte que ça. Et parfois, dans la zone comme Ouak, sur la nationale numéro 1, tu vas te rendre compte que il y a des camions bennes qui partent puiser du sable là-bas. Parfois, la benne à 20 000, 25 000 pour venir vendre ça à 200 000 la benne. Waouh. Vous voyez un peu la marge que quelqu'un se fait. Ça, c'est ce que le chiffre d'affaires que la personne se fait. On va enlever le carburant et tout le reste, ça les trucs. Mais c'est un secteur qui rapporte. Parce que c'est la matière première tout simplement qui doit transporter ici. C'est à ça qu'on doit s'intéresser. C'est pour ça que mon combat au quotidien, c'est d'expliquer aux gens que on doit fondamentalement travailler sur ce secteur d'activité. Expliquer aux gens qu'en fait, il y a beaucoup d'argent à se faire dans le secteur minier. Ah ouais. La mine, c'est tout. On a ça au quotidien. Le verre sur lequel nous sommes en train de boire de l'eau ici, c'est la mine. La mine. C'est tout. Ouais, c'est important de démystifier un peu tout ça et de montrer aux gens qu'il y a des business. Surtout quand tu dis que pour faire un négoce d'or, tout le monde peut le faire. Tout le ça veut monde dire peut le qu'il y a faire. du travail. Mais- Il faut juste que chacun se retrousse un peu les manches. On arrive pratiquement au terme de notre échange. Armand, Ouais. du coup, est-ce qu'Armand est encore un cas à apprendre? Armand n'est plus un cas à prendre. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement, c'est... Aïe, 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 aïe. Armand n'est plus un cas à prendre. Mm. Parce que à chaque fois, c'est vrai qu'on est, entre guillemets, encore on a une jeunesse, mais moi, je dis toujours que Armand n'est plus un cas à prendre parce que quand on est en train de bâtir des choses comme je veux le faire en ce moment, Ouais. il faut être structuré et penser vraiment à beaucoup de choses. Parce que là, je n'ai pas un problème avec la polygamie. Mhm. Parce qu'on a connu des pères d'industriels qui étaient des bons polygames et chaque femme avait un rôle bien précis Ouais. dans la boîte. C'est plutôt le désordre sans officialisation qui est un problème. Genre, tu te retrouves dans une configuration où l'argent te surprend Ouais. et tu te rends compte qu'en fait, l'argent peut te permettre d'acheter en fait du plaisir Chanel tout simplement. Quoi. Mhm. C'est à ça que moi, je ne suis pas totalement d'accord. D'accord. Tu vois, c'est Il faut que ce soit peut-être- officialisé. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est important. C'est important. Pour la polygamie, il faut que ce soit. Est-ce que tu as été victime d'un gourmet? Ah ouais. Ah Alors, ouais. comment ça s'était passé? Moi, je sais, mais toi, je te laisse regarder, je te laisse raconter. Moi, je sais, mais je te laisse raconter. Alors, pour ne pas citer la personne pour son intimité, déjà, le gourmet était fait de telle sorte que j'ai passé plus de 5 ans avec la personne. Et du coup, on a pris des distances pour des raisons personnelles et de la personne. Et puis, du jour au lendemain, il n'y a plus de contact, silence radio et tout ça, voilà quoi. Et puis, du jour au lendemain, on t'écrit un message bateau que voilà, maman, j'ai vécu une situation compliquée, je me suis laissé par le corps qui s'est parti, le manque, l'absence et tout ça. Ouais. Et puis du coup, tu dis que bon, en fait, tu ressens ça dur, mais après tu dis que c'était vraiment dur, hein, le choc à l'instant T. C'était vraiment dur, et puis tu te rends compte que bon, Goumen Dodé est vraiment entré dans toi, quoi. Ouais. Voilà un peu. Et puis, tu te dis que bon, c'est dur, hein. C'est dur. Celui qui n'a pas eu Goumen et qui ne ressent pas, et surtout pour une personne pour qui tu tiens, à qui tu tiens et que tu te projetais pour faire beaucoup de choses, c'est vraiment difficile. Non, c'est quoi. clair, 5 ans, c'est pas 5 jours. Mais après, je me dis que si c'est arrivé, ça a été peut-être la volonté divine. Une de et perdue, puis- 10 de retrouvée. Bon, on va dire ça, mais je suis pas souvent dans cette configuration parce qu'il faudra encore reconstruire beaucoup de choses, tu vois. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est cette phase de reconstruction qui est parfois difficile parce que de nos jours avec
ce qu'on voit sur Internet, parce que à chaque fois, quand je finis souvent les projets de mes clients, et j'ai souvent envie de voir les choses sur Internet, tu te rends compte que les femmes cherchent maintenant le mariage. Ce n'est plus l'homme qui cherche le mariage. Avec l'âge, les données changent. Oui, parce que c'est grave. Tu te retrouves dans des configurations où je dis que, bon, voici une femme elle publie même elle-même que 36 ans, elle a besoin de quelqu'un qui lui gratte le dos. En fait, papa, je te pose la question qu'en fait, il y a un truc qui n'a pas marché, en fait. Ah, ça a toujours été le cas. C'est juste que maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut s'exprimer, mais ça a toujours été le cas. Justement. Ça, c'est connu. Vraiment, on arrive pratiquement au thème de notre échange. Ouais. J'aurais aimé qu'on tire encore un peu plus, mais le temps de faire défaut. C'est quoi ton plus gros défaut? Alors, mon plus gros défaut, c'est que je suis un peu trop dans le souci du détail. Ah, ok. Un perfectionniste. Oui, parce que à un certain moment, je vois des choses qui ne sont pas faites comme je pense. Et après, quand ce n'est pas fait comme ça, on peut me paraître, on peut croire que je suis trop exigeant. Mais en réalité, c'est ce souci du détail qui te démarque. Moi, à un certain moment, j'ai souvent ce problème-là avec les personnes que je forme. Je vais revenir dessus parce que déjà, dans le secteur audiovisuel que je forme, principalement le montage vidéo, parce que l'audiovisuel est vaste. Ouais, si quelqu'un vient te dire qu'il fait dans l'audiovisuel et qui... Non, c'est grave. C'est quelqu'un de très dangereux. Il doit te dire dans quoi il fait exactement. Est-ce qu'il est dans post-production? Est-ce qu'il est dans le cadrage et tout le reste? Les élèves que je prends souvent pour la partie montage vidéo, parce que dans le montage vidéo, il y a quand même la partie étalonnage. Oui. Ah oui, oui. Oui. Puis il y a des logiciels spécialisés uniquement dans l'étalonnage. Exemple, DaVinci Resolve. Ah oui. Exemple. Ça veut dire que ce sont les logiciels de cinéma. Et quand tu es spécialisé tu vois, dans la post-pro, tu peux être dans le cinéma, dans le documentaire, dans YouTube, dans des séries et tout le reste. Donc tu choisis ta niche. Et des élèves que je forme souvent, c'est que lorsque les étudiants ne font pas exactement ce que j'ai d'abord donné dans la formation, moi, parfois, il m'est arrivé de renvoyer des personnes, même quand ils ont payé, pour suivre la formation chez moi. Parce que je voulais ce niveau d'exigence. Parce que je leur dis toujours que les personnes avec qui vous allez travailler sont des personnes qui sont dans les pays exigeants. Et donc, la qualité fera en sorte que lorsqu'on m'a dit que ce travail est réalisé en Afrique, et les gens ont un cliché de l'Afrique, que c'est souvent fait bateau, souvent fait rapide et tout ça. Et c'est ça, en fait, mon plus grand défaut parfois. Je me dis que c'est un plus grand défaut, mais après, quand on prend du recul, je me dis qu'il faut parfois temporiser, mais je ne m'en lasse pas, je n'arrête pas, en fait. Parce qu'à chaque fois, quand je vois des erreurs, je me dis que non, en fait, il faut corriger ça. Sur des travaux, des projets, des clients, je peux passer 2 jours parce que je veux un certain niveau de perfection. Et ta plus grande qualité, du coup? Alors, ma plus grande qualité, c'est que je suis... je ne connais pas dire non à quelqu'un. Ah ouais? Moi, je sais ça. Tu as beaucoup de points avec les femmes, hein? Je connais pas dire non. Tu as beaucoup de points avec les femmes dans ce cas. Et dire non, c'est dans le sens où si je vois une situation de quelqu'un qui a un potentiel, cette personne a du potentiel, je peux pas lui dire non parce que voilà, je veux dire que ok, ton potentiel peut être exploitable et on peut développer encore très rapidement. Et ça peut me poser beaucoup de problèmes aussi, c'est vrai. Parce qu'à chaque fois, c'est vrai que je reçois des appels que ouais, Armand, voilà, et tout ça. Tu es toujours en compagnie. Parce que tu ne dis pas non. Et les gens vont toujours venir vers toi. Et je rappelle que, en fait, c'est même parfois, je me dis que mon père n'avait pas donné le nom différemment. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que mon nom, c'est Sogun Bate. Bate, je vais prononcer en patois normalement. Baba, VP, Bate, Gasso. Ça veut dire que on travaille avec finesse. D'accord. Comme quoi? Oui, tu vois. Rien n'est fait au hasard. Et Sogun, je vais prononcer ça mon patois. Sogve Gunvono, ça veut dire on rassemble les personnes. Ça veut dire que rien n'est fait au hasard, en fait. Parfois, quand je remonte, je me dis souvent que est-ce que j'aurais aimé que mon père soit là pendant mes moments de croissance pour un peu encore plus me donner plus d'explications parce que je lui demandais ça souvent avant. Il me disait que voilà ce que ton nom veut dire. Et Bati, je porte le nom de son père, donc mon grand-père.
Et c'est là où tu comprends qu'en fait, dire non pour moi, c'est compliqué. C'est quoi. compliqué. En tout cas, merci beaucoup, Armand. Merci infiniment. Tu as prisé que nous sommes arrivés au Cameroun. Armand nous a gardé des tenues compliquées. On appelle ça comment, ce que tu m'as offert là? Le boubou. C'était ça le boubou? Oui, justement, le boubou. Ben, moi, j'ai jamais porté le boubou dans ma vie. C'était ma première fois. Oui, l'ensemble boubou. Je sens que quand je vais aller au Sénégal, je vais mettre ça. D'accord. Il y a une conférence au Sénégal bientôt. Merci. Je vais mettre ça à la conférence du Sénégal. Oui, l'atelier de couture est issu de l'argent, comme je dis souvent, grâce à ta fiancée, de l'argent de l'épargne, de l'intelligence business et de l'investissement. Parce que lorsqu'on génère de l'argent, il faut savoir épargner, il faut savoir se diversifier. Non, c'est clair. Parce que mettre ses yeux dans le même panier, c'est extrêmement compliqué. Suicide. Et c'est de là que j'ai compris qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? C'est parti tout simplement d'une question bateau. Je m'habille au quotidien. Je ne sais pas coudre le vêtement. Je dois trouver quelqu'un qui sait coudre. J'ai investi cela. Et aujourd'hui, on a des ateliers de couture qui fonctionnent à temps plein. Justement. Et avec les personnes qui font. Tu as investi dans un truc que tu consommes. Ça, c'est génial. Exactement. Parce que je me suis rendu compte que la majorité des milliardaires, s'il va constamment dans un hôtel, il va chercher à être actionnaire dans cet hôtel-là. Tout simplement. Ah oui, il n'y a rien qui est fait au hasard. Les gars, pensent. En tout cas, merci beaucoup, Armand. Je t'en prie, merci Valère. Merci à toi de nous avoir écoutés. Bref, je te mets le lien de la chaîne YouTube, de la page Facebook. Bref, je te mets tout dans le premier commentaire. Ainsi que le livre d'Armand Matei dans le premier commentaire. Au contact numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Il est 2h du matin, à l'instant où on fait tourner cette vidéo. Je peux te dire qu'on a bossé. En tout cas, si tu auras kiffé, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Partage, like, commande. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakano. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com.